Pour venir ici, il faut parcourir plus de 16 000 km sur la planète. On arrive au bout du monde, sur une île minuscule, perdue au milieu du Pacifique. Et pourtant, ce bout de terre, vous en avez forcément déjà entendu parler. L'île de Pâques. Et même si ce nom vous dit rien, vous avez déjà vu ces statues colossales. Qui les a sculptées? Pendant combien de siècles? Comment ces géants de pierre ont-ils été déplacés, dressés, posés sur leur plateforme? Et surtout, dans quel but? Bienvenue dans l'un des rares reportages sur le terrain, à la découverte des mystères les plus inexpliqués des Moai de Rapa Nui. L'île de Pâques, que ses habitants appellent Rapa Nui, est l'un des endroits habités les plus isolés de notre planète. Elle se trouve au cœur de l'océan Pacifique, à plus de 3700 km des côtes du Chili, dont elle dépend aujourd'hui, et à près de 4000 km de la Polynésie, la terre d'origine présumée de ses premiers habitants. Ici, il n'y a aucun continent à l'horizon, pas d'archipel voisin. Juste une île volcanique de 163 km², battue par les vents, encerclée par l'océan, perdue au milieu de nulle part. Et pourtant, des hommes ont décidé d'y vivre. Alors une question s'impose immédiatement. Comment les premiers habitants de cette île ont-ils réussi à atteindre un lieu aussi isolé? D'après la légende racontée sur l'île, tout commence avec un homme. Otu Matua, le premier roi de Rapa Nui. La tradition orale raconte qu'il aurait été guidé par ses visions, ses rêves, des signes envoyés par les ancêtres. Convaincu qu'une terre l'attendait au-delà de l'horizon, il aurait quitté sa terre natale avec son peuple, embarquant sur de grandes pirogues polynésiennes capables de traverser l'océan. Après un voyage long et périlleux, Otu Matua et les siens auraient accosté ici, sur la plage d'Anakena, un lieu devenu, dans les récits Rapa Nui, le point de départ d'une nouvelle civilisation. Il faut toujours dire qu'il y a plein de théories, plein de versions et que cela en fait peut être aussi valide. Tout se passe de génération en génération ou de la tradition orale, mais la tradition orale peut très bien être différente en fait selon les familles. Notre roi vient de la Polynésie, d'accord, d'une île qui s'appelait Hiva, on peut dire. Elle a d'autres noms aussi. Localisation bien de cette île reste un peu un mystère, en sachant qu'elle partait sur l'eau, donc elle est en train de s'inonder, donc c'est pour ça qu'en fait il devait se dévier vers une autre île. On peut dire dans la Polynésie qu'on peut avoir un point d'origine et que de là en fait tout le peuple de la Polynésie s'est ouvert dans la Polynésie. C'est pour ça qu'on appartient au triangle de la Polynésie aussi, qui est Rapa Nui, Hawaï, Nouvelle-Zélande. Nous on dit pas qu'on est l'origine, mais on dit qu'on est arrivé les plus loin. Ok, bien, très bien. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Car malgré cet isolement extrême, malgré des ressources limitées, cette petite île va devenir le théâtre de l'un des projets monumentaux les plus impressionnants du monde ancien. Entre environ l'an 1000 et le XVIIe siècle, les habitants de Rapa Nui vont sculpter et ériger près de 900 statues monumentales appelées moai et construire plus de 300 plateformes cérémonielles, les au. Des statues de plusieurs tonnes, parfois hautes de plusieurs mètres, taillées directement dans la roche volcanique. Et ces moai ne sont pas là par hasard. Pour les Rapa Nui, ils représentent les ancêtres, les anciens chefs, des géants de pierre tournés vers l'intérieur des terres, comme s'ils veillaient en permanence sur leur peuple. Il y en a qui pensent pas en avoir autant autour de l'île. Ok. Et aussi, ils ne savent pas que la plupart des moai sont par terre. Et des fois, ils demandent si on veut plus que les moai soient debout. Moi, je dis, mais c'est déjà suffisant avec ce qu'on a. Donc, tu veux plus. Tu as les 15 moai, tu as Anakena,
Tu en as plusieurs au centre, tu as Ahuakivi, tu en as plein qui sont debout. Et de pouvoir ressentir où Tahai, où tu as le Moai, donc avec son puka, avec ses yeux, où tu peux ressentir comment étaient les Moai à l'époque. Mais une question demeure. Comment une civilisation aussi isolée a-t-elle pu accomplir une telle prouesse ? Ici, pour le coup, on est vraiment à l'autre bout du monde. Ça se voit dans les plans, dans tout. C'est vraiment très, très loin de tout. Et justement, quand tu es dans des endroits aussi isolés, il peut t'arriver des imprévus et ça arrive en voyage. Ce qui m'amène aujourd'hui avec le partenaire du jour qui fait totalement de sens, c'est les assurances complémentaires de voyage distribuées par American Express. Ça m'est déjà arrivé sur un autre voyage, un vol annulé, et là pour le coup, tu te demandes comment tu vas faire, parce que tu as plein de trucs que tu dois penser. Ton vol est annulé, donc tu dois en prendre un nouveau, tu dois réfléchir à un hôtel, parce que moi dans ma situation, je ne pouvais pas repartir directement, donc il a fallu dormir une nuit, les coûts que ça va engendrer, et en plus, il faut rembourser, trouver une solution pour être remboursé du vol qui a été annulé. Il faut tout gérer en même temps. Et ça, c'est des choses qui peuvent être évitées justement grâce à des assurances de voyage. Et ça marche aussi pas que pour les annulations de vol. Par exemple, pour les problèmes de santé en dernière minute, un bagage perdu ou même volé, vous pouvez être couvert dans certaines conditions. Et c'est exactement dans des situations comme ça que j'ai compris l'importance d'être assuré en voyage, comme par exemple les assurances distribuées par Amex. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu peux justement être aidé n'importe où dans le monde à réorganiser ton voyage et avoir quelqu'un qui t'assiste à ce niveau-là. Et c'est vraiment pratique parce que le moment peut être assez stressant, honnêtement. Dans mon cas, par exemple ici, on parle espagnol. Alors, en anglais, en italien, je peux à peu près assurer, mais en espagnol, je suis nul. Donc dans le cas où moi ou quelqu'un de mon équipe tombe malade, comment est-ce que vous voulez expliquer ce qui nous arrive exactement quand on ne parle pas la langue? Et justement, si ça arrive, on fait appel à l'une des assurances distribuées par American Express et grâce à eux, on va trouver des solutions comme par exemple faire venir des médecins à domicile où on pourra justement expliquer la situation dans notre langue et lui sera au courant dans sa langue. Et je trouve ça important de souligner que ces assurances de voyage distribuées par American Express sont disponibles pour tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir une carte Amex pour en profiter. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les assurances complémentaires de voyage distribuées par American Express, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pouvez voir pour votre prochain voyage et être préparé au mieux pour avoir aucun imprévu. Au fil des générations, la société se structure. Des lignages, des clans, des territoires. Et au cœur de tout, les ancêtres. Les Moai sont plus que de simples statues décoratives. Ils sont souvent décrits comme les visages vivants des ancêtres. Une présence qui protège, qui relie les vivants et les morts. La grande période de production des Moai s'étale sur des siècles. Environ de l'an 1000 jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, selon la synthèse d'historiens de l'art et des archéologues. C'est long. Très long. Assez long pour voir évoluer les styles, la taille et les ambitions. Au total, on a inventorié environ 880 à 900 Moai sur l'île. La majorité est sculptée dans le tuf volcanique de Rano Raraku, un lieu à la fois atelier, chantier et sanctuaire. Mais on y reviendra plus tard, parce que ce lieu est un des plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Je suis ici avec Gaël Hamon, fils et petit-fils champion du monde de taille de pierre, qui va nous permettre d'analyser et de scanner en 3D comment ces fameux Moai ont été réalisés ici. Allez. Et mon père était tailleur de pierre, et toujours d'ailleurs tailleur de pierre. Mon grand-père, qui est plus là, mais lui était aussi tailleur de pierre. J'ai grandi là-dedans, entre côté de ma mère, plutôt paysannerie bretonne, et mon père plutôt marbrier et granitier. Assez tôt, j'ai vu que j'aimais faire les choses avec mes mains. Et mon père m'emmenait travailler avec lui sur ce chantier. Tout devenait fluide, beaucoup plus simple qu'à l'école, en fait. De là, j'ai appris qu'il y avait une école à Paris, qui était une école spécialisée de la restauration de monuments historiques. Mais ils prenaient que les meilleurs de chaque école. Comme j'étais pas trop mauvais et que ça m'a motivé, j'étais pris avec 3 autres copains de cette école-là, dans l'école à Paris qui s'appelle l'école Saint-Lambert, sur laquelle après je suis parti pendant 28 mois, tourner un peu partout en France pour apprendre différentes techniques. Et c'était très enrichissant, où j'ai appris aussi l'histoire de l'art, l'art de la construction et la restauration de monuments. À l'issue de ça, j'ai appris, une nouvelle fois, qu'il y avait un concours Jeux Olympiques ou Championnat du monde de taille de pierre. J'ai gagné le concours national. Donc quand on gagne le concours national, eh bien, on représente son pays à l'international. Et donc, je me suis retrouvé en 91 à défendre la France à Amsterdam. Maintenant que vous avez compris un petit peu plus qui est Gaël Hamon, il est ici avec moi pour qu'on analyse site par site comment ils ont été taillés et surtout ce qu'on arrive à y découvrir.
Au nord de l'île, une plage de sable blanc, remplie de palmiers, ouverte sur l'immense Pacifique, est une des 20 plus belles plages du monde. Voici Anakena. Selon la tradition orale, c'est ici que Otumatua aurait accosté après sa traversée de l'océan. C'est ici que l'histoire de Rapa Nui aurait commencé. Mais en plus d'être une des plus belles plages du monde, elle abrite l'un des aous les plus importants de l'île, l'Aou Nao Nao. Les moaïs qui s'y dressent comptent parmi les mieux conservés, notamment parce qu'ils ont été partiellement ensevelis par le sable pendant des siècles, les protégeant ainsi de l'érosion. Et dans leur dos, on distingue encore des pétroglyphes finement gravés, des motifs liés au pouvoir et au statut, symboles cérémoniels, représentations associées au mana, parfois des signes liés à l'identité des clans. Et certains de ces moaïs portent aussi des pukao, ces imposantes coiffes de pierre rouge que portaient fièrement les moaïs. Elles représentaient probablement des cheveux relevés en chignon, signe de prestige. Alors, au-delà du fait qu'ils les amenaient jusqu'à là, ensuite ils les ont montés sur la houe. Évidemment, tu peux imaginer une rampe, mais moi, c'est les pukao ça me scotche. C'est peut-être une rampe aussi pour le pukao. Une fois que le moai était posé. Oui. Donc après, tu utilises la même rampe et tu fais une rampe jusqu'à là-haut. Donc tout autour devant, là, ici, il faut imaginer qu'il y a une place juste là. Et là, tu es sur la place. Ils ont leurs grands yeux en corail, iris en tuf rouge, là. Non, on revient plusieurs siècles en arrière, là. Pour les Rapa Nui, les moaïs, qui veut dire statue, sont les réceptacles du mana, une force spirituelle transmise par les ancêtres, capable de protéger les vivants et de maintenir l'équilibre du monde. Moi, j'ai toujours entendu que le mana est un concept que tu peux trouver dans toute la Polynésie, pas seulement qu'ici, qui est un pouvoir spirituel, on va dire, était plus concentré dans le crâne, en fait. Donc c'était un objet qui disait qu'un objet de vol à l'époque, que si tu prenais un crâne de quelqu'un qui avait beaucoup plus de mana, tu allais pêcher avec beaucoup plus de quantité, ou l'agriculture, comme ça. C'est des légendes. Il faut savoir qu'ici, il y a plein de légendes. Plus un ancêtre était important, plus son mana était puissant. Et plus le moaï qui le représentait devait impressionner. C'est dans ce contexte qu'apparaissaient les pukao, ces grandes coiffes de pierre rouge, taillées dans un autre volcan que les moaïs. Elles symbolisent les cheveux relevés en chignon, signe de statut et de pouvoir, mais aussi une manière d'amplifier visuellement et symboliquement le mana de la statue. Tous les moaïs de l'île en avaient un, et ils venaient tous du site de Punapo. J'ai la chance d'avoir une double formation, celle de tailleur de pierre et celle de faire de l'analyse numérique, un peu comme un radiologue. Ça me permet d'une part d'avoir une vision très opérative, opérationnelle des objets qui ont été faits en pierre, et aussi une vision tridimensionnelle, une vision aussi d'étude en images de synthèse. J'ai appris à faire de la photogrammétrie comme ça. Et puis je relève les monuments, je fais ce que je sais faire, je les analyse et j'essaye d'amener une autre vision sur la façon dont ils ont pu être faits. Et donc là, ça fait bientôt 2 ans que je parcours le monde. Et en France, une soixantaine de cathédrales, 500 châteaux, des milliers d'églises. Et ça permet de voir dans le patrimoine toute la richesse. Sur place, Gaël a rencontré les équipes locales qui travaillent sur la numérisation des sites. Ils nous ont présenté le matériel qu'ils utilisaient pour scanner les moaïs, mais aussi des zones plus fragiles, comme une partie du village cérémonial d'Orongo, construit au bord du cratère de Ranukao, qu'on verra un petit peu plus tard. Là-bas, l'érosion est un vrai problème. Le vent, la pluie, la proximité de la falaise, certaines structures menacent de s'effondrer. Les équipes utilisent des scanners 3D de haute précision, des stations de relève du sol et des drones pour modéliser les zones difficiles d'accès. Para hacer esos modelos del acantilado estoy utilizando un método de planificación de vuelo primero a una cierta altura y después me enfoco un poco más en los detalles, entonces acerco el dron hacia el socavón o hacia cualquier estructura, objeto que quiera definir un poco más la imagen. On a pu voir les images, les relevés, les modèles 3D et Gaël a été vraiment impressionné de l'équipement qu'ils avaient sur une si petite île. On peut vous dire que le patrimoine de l'île de Pâques est en très bonne voie pour sa conservation en 3D. Mais aujourd'hui, entre l'érosion, le sel marin et le temps, les moaïs se dégradent progressivement. Et leur conservation est aujourd'hui un enjeu scientifique majeur. On a eu la chance de rencontrer un archéologue qui travaille directement avec ces problématiques.
Hoy en día nos encontramos aquí con el equipo de mantención que pertenece al Departamento de Arqueología y Conservación. Estamos generando una de las etapas del tratamiento de conservación de los Moai. Esto consta básicamente en una primera etapa, como la ven ustedes, que es un encarpamiento de la estructura del recurso arqueológico, y posterior se vienen diferentes aplicaciones de tratamiento como la consolidación y la hidrorrepelencia. Los Moai y la arqueología se encuentra expuesta constantemente a las condiciones climáticas. Esto genera diferentes tipos de alteraciones que con el tiempo van en aumento, como grietas, como fisuras, como líquenes y un montón de alteraciones que se evidencian a simple vista. En regardant de près certaines statues de la carrière de Rano Raraku, on remarque des impacts assez particuliers, des traces laissées non pas par l'érosion, mais par des balles. Au XIXe siècle, lors de leur passage sur l'île, certains marins européens, notamment les Britanniques, auraient utilisé les Moai comme cible pour s'entraîner au tir. D'ailleurs, cette gravure ne ressemble pas du tout à une pirogue polynésienne. Elle ressemble plutôt à un bateau de colons européens. Donc je vous laisse imaginer qui a bien pu graver ça sur le ventre d'un Moai. Je dirai rien de plus au risque d'être insultant. En se promenant avec Gaël sur l'île, on est des fois tombé sur des sites qui n'ont pas spécifiquement de nom, mais où il y a des choses très intéressantes à observer. Ça, c'est du Moai aussi, ça. Ça, là? Bah, c'est la même pierre, hein. Ah, c'est taillé, ça, hein? Les bras de chaque côté, le ventre, Il manque la tête, totalement. c'est le tronc. C'est le... comment on appelle ça? Le Moai-tronc. On va commencer du bout, là-bas. Parce qu'il faut un ordre de... faut une cohérence dans la prise de mesure, monsieur. Bien sûr, monsieur. Et là, il y a un... Il y a un bout, là. Ouais. C'est peut-être la tête de l'autre. Ouais, une drôle... Ou alors c'est une tête allongée, hein. Là, je suis en train de regarder l'orientation de la caméra, là-haut, pour avoir un cadre de calcul photogrammétrique. Donc il faut que... Moi, je regarde ici chaque point de vue pour que quand je vais assembler les images les unes entre elles, je puisse avoir un modèle 3D. Et je dois m'assurer aussi que j'ai des bons angles entre chaque prise de vue pour avoir suffisamment d'informations en 3D et ce qu'on appelle la triangulation spatiale pour faire les calculs. En vrai, c'est assez impressionnant de voir que là, on peut scanner avec Gaël en 3D sans toucher à rien et de pouvoir quand même numériser tout le lieu. C'est vachement important pour pouvoir faire des analyses, des statistiques, savoir le poids des pierres. Donc c'est hyper intéressant. Pour pouvoir vous le partager, évidemment. Ça a été refaçonné par l'homme pour faire une plateforme. Alors, est-ce que c'était juste plateforme? Ouais. Est-ce que c'était juste ça? Est-ce qu'il y avait un Moai? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Qu'il y en avait un derrière? Il y en a un qui est couché. Est-ce qu'il y en avait ici? On ne peut pas savoir. Peut-être qu'il y en a un qui est en dessous, hein, enseveli ou en plusieurs morceaux. Mais là, en tout cas, il y a eu quelque chose de très massif, hein. Là, c'était énorme. Si, tu vois. Oui, ça se voit bien que c'est un Ça Moai. se voit, hein. D'accord, ouais. Alors, à quoi servent vraiment ces scans et la photogrammétrie? Concrètement, ils permettent de mesurer les Moai avec une précision incroyable. Leur taille exacte, leur volume, et donc leur poids réel. Et il est plus fragile, tu vois. Celui-là, il est fragile. Ça se voit. Il ressemble par contre nettement plus au Moai qu'on a à Anakena à droite. On passe de l'estimation à quelque chose de scientifique, de mesurable. Mais l'intérêt principal, c'est la conservation. Du coup, tu verras, c'est assez atypique parce que du coup, il a 4 mains. Ces fameuses mains, c'est en mode on dirait main dans les poches. Chaque statue est enregistrée en 3D dans les moindres détails. Les fissures, l'érosion, les marques laissées par les outils et même le lichen qui se dépose dessus. Ça permet de suivre leur état au fil du temps et de voir si elles se dégradent. Si un jour l'une d'elles est endommagée, on aura une copie numérique parfaite. Et avec Gaël, qui a fait ça pratiquement toute sa vie, l'idée n'est pas juste de documenter ces statues, mais de les préserver durablement. Et c'est bien, tu vas pouvoir le... Ouais, je vais pouvoir le faire. On va pouvoir le faire, on va voir. Mais revenons au mystère de cette île. Au-delà des Moai, il y a une construction particulièrement intrigante. Un mur. Et il est cyclopéen. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de mur cyclopéen, il s'agit d'un type de construction très ancien. Ils sont composés d'énormes blocs de pierre, parfois de plusieurs tonnes, taillés puis ajustés les uns aux autres sans aucun mortier. Ce qui les rend si impressionnants, c'est leur précision. Chaque pierre est sculptée pour épouser parfaitement la forme de celle qui l'entoure. On a encore du mal à comprendre leur utilité exacte, et surtout comment ils ont été réalisés avec les moyens rudimentaires attribués à l'époque. D'ailleurs, j'ai consacré une vidéo entière à ce sujet sur la chaîne, si vous voulez creuser un petit peu plus.
Gaël, lui, a travaillé pour la numérisation de certains des plus beaux spécimens des murs cyclopéens de la planète, notamment au Pérou. Et selon lui, il existe des similitudes et des différences assez troublantes avec celui qu'on trouve ici, à Vinapú. Un truc qui est impressionnant avec ce mur, évidemment, mais surtout, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Là, ça me rappelle le Pérou, au Ollantaytambo, sur les arêtes de contact entre les pierres. D'accord. C'est légèrement en relief. Là, ici, on est plutôt proche d'Ollantaytambo, sauf que là-bas, à Ollantaytambo, on n'a pas d'assises. C'est vraiment des cyclopéens. Là, on n'est pas sur des cyclopéens. On voit bien qu'on a une première assise en dessous, massive, et une autre au-dessus qui se pose comme ça. C'est la différence. Ce qui veut dire que quand ils ont fait ça, ils savaient exactement comment le faire pour qu'il y ait suffisamment de matière en contact pour jamais que ça bouge. C'est exceptionnel, surtout comment ils font pour tracer. C'est-à-dire que nous, on fait son premier bloc. On commence bien par un bloc. On ne fait pas tout d'un coup. Ils prennent des blocs qui existent, que la nature, avec l'érosion, a donné naturellement, qui sont extraits du flanc du volcan. Et après, je vais les tailler pour les assembler. Autre technique, j'ai déjà un dessin dans la tête. Et là, je vais aller en carrière, et là, je vais tailler les dimensions exactement de ce que je veux. Et après, il faut l'amener ici. Et c'est pareil pour l'autre, de toute façon. On se retrouve ici avec un mur méconnu, mais vraiment méconnu, qui pour le coup est cyclopéen également. Alors beaucoup plus érodé parce qu'on est vraiment face à l'océan. Et on le voit que du coup le sel, le vent attaquent vraiment les pierres. Mais on retrouve les mêmes caractéristiques que sur Vinapú, qu'au Pérou et que sur d'autres sites dans le monde. Ces pierres qui sont parfaitement collées entre elles, avec des jointures qui sont parfaites. Et c'est un haou qui est gigantesque, celui-là est beaucoup plus grand. Il continue derrière moi là-bas. Et on voit des fois des caractéristiques encore une fois, comme le tout petit ergot qu'on a là, qui va venir vraiment se caler entre deux pierres. C'est impressionnant de se dire que ce mur, faute de moyens, faute de gens qui s'y intéressent, n'a pas du tout analysé. Il n'y a aucun scientifique, il n'y a aucune analyse, on ne sait rien de ce mur. Et pour le coup, on a un peu trouvé un nouveau mur cyclopéen ici à l'île de Pâques. Et ici, on est sur le site de Orongo, qui est une cinquantaine de maisons comme ça en pierre. Elles ont été reconstruites, elles n'étaient pas comme ça, malheureusement, elles ont été détruites avec le temps. Mais ici, c'était le haut lieu de décision politique et religieux de l'île. D'ailleurs, Orongo veut dire écouter. Et c'est vraiment ici qu'ils vivaient. Donc, ils passaient par ces petits trous que vous voyez, donc ils rampaient pour rentrer chez eux. Et au début, ces maisons étaient faites plutôt en paille. Et vu l'endroit où on est, qui est quand même exceptionnel, en hauteur, où il y avait énormément de vent des fois, eh bien ça a été reconstruit et ça a été fait entièrement de pierre pour que ça résiste. On peut vraiment voir les vestiges qui ont été reconstruits aujourd'hui, mais à de quoi ça ressemblait à l'époque. Et juste derrière, on a le cratère de Ranucao qui est assez spectaculaire, franchement. Oh, la profondeur, ah bah c'est ceux-là, je te disais. Oh là là! Où tu peux te baigner, la profondeur. Ah oui, là c'est... Ah là c'est quelque chose là. Ah la vache! Et c'est ici, au bord du volcan Ranucao, qu'apparaît un nouveau culte. Après l'âge des Moai, le culte de l'homme-oiseau. Chaque année, une compétition sacrée s'y déroulait. Le but, rapporter le tout premier œuf du Manutara, un oiseau marin qui nichait sur l'îlot de Motunui au large. Des hommes, appelés Opu, plongeaient depuis les falaises, nageaient près de 2 km dans un océan extrêmement dangereux, en attendant l'arrivée des oiseaux, puis tentaient de revenir avec l'œuf intact. Celui qui réussissait ne devenait pas roi, mais il offrait le pouvoir au chef de son clan. Ce chef devenait alors le Tangata Manu, l'homme-oiseau, une figure sacrée investie d'un pouvoir spirituel pour une année entière. D'ailleurs, cette année-là, elle portait le nom du vainqueur. Et ce rituel est lié à une divinité majeure de l'île, le Makemake. Ce qui est fascinant, c'est qu'il existe un moai directement lié à cette légende. Un moai qui n'est malheureusement plus sur l'île aujourd'hui. Il s'appelle Hoa Akananai-a.
Il se trouvait ici, à Orongo, avant d'être volé en 1868 par un navire britannique, le HMS Topaz, puis emmené en Angleterre en 1869. Il est aujourd'hui exposé au British Museum. Et il est également un des moaïs les mieux conservés de la planète, mais il n'est clairement pas à sa place. D'ailleurs, en novembre 2018, des habitants de Rapa Nui, dont la gouverneure, se sont rendus au musée pour manifester et exiger de récupérer ce moaï, qui fait partie de leur ancêtre, de leur histoire. You have keeping him for 150 years. Just give us some months and we can have it. Et ce moaï est unique, pour une raison précise. Dans son dos, on trouve des pétroglyphes gravés, représentant justement le culte de l'homme oiseau. Des figures de Birdmen, des symboles de pouvoir et des oiseaux liés au rituel. J'espère qu'un jour ce moaï retrouvera sa place d'origine, là où il aurait toujours dû rester. Mais alors que s'est-il passé pour que pratiquement du jour au lendemain, tout s'arrête sur Rapa Nui ? Le premier contact européen documenté a lieu le 5 avril 1722, un dimanche de Pâques, avec le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen. D'ailleurs, c'est pour ça que l'île porte ce nom, car elle a été découverte un dimanche de Pâques. Puis d'autres explorateurs passent, les Espagnols en 1770, James Cook en 1774. Des visites brèves, mais un monde qui se rapproche et qui s'intéresse un peu trop près à cette île isolée. Et à cette époque, l'île comptait près de 3000 habitants. Mais le vrai point de rupture, ce n'est pas une théorie, c'est un drame historique. Entre 1862 et 1863, des raids esclavagistes venus du Pérou capturent environ 1400 à 1500 Rapa Nui, soit une part énorme de la population. Beaucoup meurent, ceux qui reviennent ramènent des maladies, dont la variole, qui achève et décime les habitants de l'île. En 1877, on enregistre une population tombée à 111 survivants. 111. Ce chiffre seul raconte l'ampleur du choc. Ensuite, les missionnaires s'installent, la société est remodelée de force et une partie des habitants est déplacée vers d'autres îles. La culture traditionnelle est fragilisée et une partie du savoir se perd. Et les vols d'artefacts, comme les moaïs et les tablettes, accentuent la fragilisation de cette île isolée. Il existe un autre mystère à Rapa Nui. Un mystère qui cette fois n'est pas de pierre, mais qui se lit dans le bois. Les tablettes Rongo Rongo. Gravées de centaines de glyphes, elles constituent l'un des rares systèmes d'écriture jamais développés en Océanie. Aujourd'hui, on ne connaît qu'environ 26 à 27 tablettes et fragments authentifiés dans le monde. Et malgré plus d'un siècle de recherche, personne n'a réussi à les déchiffrer avec certitude. Leur signification reste totalement inconnue. Plus troublant encore, aucune tablette originale n'est conservée sur l'île. Elles ont été emportées au XIXe siècle et sont aujourd'hui dispersées dans des musées et collections à travers l'Europe et le Chili. Un savoir gravé dans le bois qui pourrait contenir une partie de l'histoire de Rapa Nui et peut-être encore aujourd'hui la réponse à certains de ces mystères. On arrive maintenant dans ce lieu qui m'a donné des frissons. Voici Rano Raraku. Un volcan éteint dont les flancs ont été sculptés par l'homme pendant des siècles. C'est ici que furent taillés la majorité des moaïs de Rapa Nui, près de 900 comme on l'a dit plus tôt, et à elle seule, la carrière en conserve encore près de 400 à différents stades d'achèvement. Certaines statues sont couchées, inachevées, encore attachées à la roche-mère. D'autres semblent émerger du sol jusqu'au torse, comme si seule leur tête avait été plantée là. Mais pendant longtemps, on s'est trompé. Les fouilles archéologiques ont permis de dégager plusieurs de ces statues, révélant une réalité spectaculaire. Sous la surface, les moaïs sont complets. Corps sculptés, bras le long du torse, détails gravés. Ils avaient simplement été ensevelis par des siècles de sédimentation et d'érosion. Marcher ici à Rano Raraku, c'est comme entrer dans un paysage sorti d'un film. Des dizaines de visages de pierre figés dans le temps, témoins d'un chantier monumental interrompu. Mais c'est ici que les géants sont nés, avant de commencer leur voyage à travers l'île. Combien celui-là, Richard? Plus de 21 mètres. Gaël, ça fait un immeuble de combien d'étages?
Bah, t'as 3,50 m par étage. Ouais, ça fait quand même un immeuble de 7 étages, quoi. La pierre que vous voyez ici, c'est les couleurs originelles des Moai. C'était vraiment un espèce de tuf volcanique jaune comme ça. Et avec le temps, forcément, elles sont devenues plus sombres à cause de l'érosion, à cause de la pluie, à cause de la saleté, de la poussière. Mais à la base, elles sont de cette couleur-là, un peu jaunâtre comme ça. Ça se taille facilement. Ils ont choisi les parties les plus homogènes. Ils peuvent sortir des belles dimensions sans avoir de faille au milieu. Et quand on taille à la main, l'outil, il ne fait que partir de l'endroit où on vient de frapper et revenir exactement au même endroit. Donc on peut faire des longues saignées comme ça. De ce que je vois, c'est assez homogène dans façon de faire. Toujours des coups d'une même longueur à peu près, entre 5 et 10-15 cm, où je me dis qu'il doit avoir une sacrée technique. J'ai jamais taillé comme ça à la main, donc je sais pas ce que ça donne, mais c'est intéressant de voir qu'il maîtrisait suffisamment pour avoir une bonne profondeur de frappe et une longueur de frappe. Avec des outils que moi j'ai. Ouais, moderne. Ouais, il me faudrait à peu près 12 semaines pour le dégrossir. Il m'en faudrait autant pour finir le reste, donc je dirais comme ça 6 mois. Ça, c'est donc les supposés outils qui ont été utilisés, qui s'appellent les toki. En tant que tailleur de pierre, ça te semble des outils compliqués pour faire ce qu'on a vu? Moi, je ne saurais pas utiliser ça directement. Moi, je vois des outils de percussion ici, comme ça, là. Ou sur le tuf. Là, pour dégrossir, je pense que ça peut fonctionner. Lui, il a un beau tranchant, là, ici, là. Ouais, là. Donc là, il est intéressant avec une forme arrondie, là. Ça devait bien percuter, bien enlever. Ça devait être assez efficace. Celui-là, il est poli avec, justement, la volonté de faire une arête, là, ici. Ah, d'accord. Et là, moi, je vois bien quelque chose pour marquer des arêtes, Comme le la menton. percussion. Et là, l'obsidienne aussi, on peut avoir du tranchant très intéressant. On peut faire des petits bouts de finition, de la gravure. Lui, il est plat ici et plat de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il a été frotté. Tu vois, quand tu le regardes ici, comme ça, tu vois. Et il est bien plat là, bien plat de l'autre côté, et tu l'as bien en main. Ouais. Là, tu peux y aller. Et quand on voit tout ce qui a été gratté avec ça, Il y a un peu de boulot, quoi. il y a de l'huile de coude. Quand on tape comment les Moai ont-ils été déplacés sur internet, les théories et légendes ne manquent pas. Je vais vous expliquer une théorie qui vont vous glacer le cerveau. Certains parlent de rondins de bois, d'immenses traîneaux. D'autres évoquent des technologies perdues, voire des interventions extraterrestres. Mais sur l'île, les observations archéologiques et les traditions locales permettent d'envisager une explication bien plus concrète. Tout commence ici, dans la carrière de Rano Raraku. Les Moai étaient sculptés directement dans la paroi du volcan, taillés à même le tuf volcanique. Le visage, le torse, les bras étaient dégagés tandis que l'arrière restait attaché à la roche-mère. Une fois la sculpture terminée, la base était détachée et le Moai glissait le long de la pente, littéralement comme une luge, jusqu'au pied du volcan. Là, les fosses verticales permettaient de les maintenir debout. Des détails étaient finalisés et parfois des pétroglyphes étaient gravés dans leur dos. Puis venait l'étape la plus spectaculaire, le transport. Selon l'hypothèse d'aujourd'hui la plus étudiée, les Moai étaient déplacés debout, à l'aide de cordes, en les faisant avancer par mouvements de balance contrôlés, comme s'ils marchaient. Et en observant les statues sur le terrain avec Gaël, un détail nous a intrigués. La base des Moai n'est pas parfaitement plate. Elle est légèrement inclinée. Un détail qui pourrait modifier leur centre de gravité et faciliter ce mouvement de bascule. D'ailleurs, en 2012, les chercheurs Terry Hunt et Carl Lippo ont testé cette hypothèse. À l'aide de cordes, ils ont réussi à faire avancer une réplique de Moai debout. Elle pesait environ 5 tonnes. Mais certaines des statues ici originales peuvent dépasser les 80 tonnes. Mais parmi toutes ces théories, celle des Moai qui marchent reste aujourd'hui la plus cohérente, surtout lorsqu'on vient l'observer ici, sur le terrain. Je trouve que c'est un paysage de jeu vidéo. T'as l'impression que t'as une énigme, un easter egg, quoi. Ah là, il y en a 2. Mais attends. Et pas dans le bon sens. Attends, il y en a 3. Ça, c'est un plus petit. Là, t'en as un entier sur le dos et t'en as un autre sur le ventre. Ils sont dans un état. Alors bah là, ouais, ceux-là, ils sont attaqués, ouais, un peu. Là, on vient de parcourir, je pense, plus d'1 kilomètre sur une route qui s'appelle la route des Moai. En fait, vous pouvez voir derrière moi, vous avez le volcan. Et là, on se retrouve par exemple avec des énormes enceintes comme ça tout le long de la route qui doit durer, qui doit faire 3-4 kilomètres, où c'était effectivement
par là qu'ils passaient avec les moaïs. Et là, on peut voir du coup qu'on se retrouve avec des moaïs qui n'ont pas réussi à arriver à aller jusqu'au bout. Donc là, par exemple, il y en a 3. Il y en a encore 2 autres après et ça continue. Et on voit bien que dans le fond, on a la carrière avec le volcan Rano Raraku. Celui-là, il est balèze. Hein. Il est mieux conservé, regarde, on voit mieux la taille des bras. Ah ouais. Ah oui, puis regarde son cou, magnifique, le nez là. Ouais. Très très beau. Et en taille 6 mètres 8 mètres 8 8 mètres, ouais. Allez, on va voir, on va vérifier. Vas-y. On va voir ce que ça donne. Cool, on est en temps réel, on a combien on s'était dit 7 ou 8 mètres? Ouais, ben 7 mètres 54, donc 7 mètres 50 quoi. Bien, on compte pas dans l'œil. Ouais, pas trop mauvais. Rubble and ruin in the Pacific port of Concepción in Chile. Le 22 mai 1960, le Chili est frappé par le plus puissant séisme jamais enregistré par l'humanité. Un tremblement de terre d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, dont les effets se font sentir à travers tout le Pacifique. Quelques heures plus tard, les vagues atteignent Rapa Nui. Le tsunami traverse l'île et frappe de plein fouet le site de Aʻu Tongariki. Les vagues déplacent des blocs de terre de plusieurs dizaines de tonnes. Les 15 moaïs du plus grand Aʻu de l'île sont renversés, projetés à l'intérieur des terres, parfois sur plusieurs centaines de mètres. Le site est littéralement dévasté. Pendant des décennies, Aʻu Tongariki reste à terre. Les statues, brisées ou dispersées, deviennent le symbole silencieux d'un patrimoine vulnérable, exposé aux forces de la nature. Et ce n'est qu'à partir des années 1990 qu'un vaste projet de restauration est lancé. Les travaux commencent en 1992 et s'étendent jusqu'en 1995. La reconstruction est menée par une équipe internationale, sous la direction de l'archéologue chilien Claudio Cristino. Me llama mi embajador desde Tokio para decirme que me está mandando una grúa para empezar a levantar estatuas. Yo dije, esto debe ser. Avec le soutien technique et financier du gouvernement japonais et la participation active de la communauté Rapa Nui. Bueno, todo esto nos hizo soñar en ese tiempo como una idea un poco loca, que podía a lo mejor imaginarse rearmar el rompecabezas. Chaque moaï est relevé, restauré et repositionné avec une extrême précision en respectant l'architecture et l'orientation d'origine. Aujourd'hui, Aʻu Tongariki se dresse à nouveau dos à l'océan grâce en grande partie à cet homme. La pregunta que todo el mundo se hacía, ellos mismos, ¿cómo pueden haberlo hecho nuestros antepasados sin grúa, sin computadora, a más que un par de troncos, un par de piedras y mucha inteligencia? Bon, on est sur un des sites, je pense, les plus représentatifs. Alors, il a été reconstruit et tout. T'as un peu fait le tour, j'ai vu, il y a des choses qui t'ont marqué de ce que t'as vu, là, à part la taille des moaïs qui sont... À part, non, c'est vraiment ça hein, qui est marquant. Ouais. Et puis, quand tu dis qu'il y en a 15, et là, j'ai regardé, je pense qu'il peut y en avoir une vingtaine. Parce que la plateforme, elle n'est pas faite pour 15, là. Ah oui, elle est faite pour plus, ça se voit. Et là, j'ai mesuré, on a 100 mètres de long, quand même. Les moaïs qui doivent faire, je sais pas combien, 12 mètres, je sais pas combien, avec la plateforme, c'est gigantesque. Et surtout, les 2 premiers, là, il y en a un qui fait 80 tonnes. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Alors, ils viennent sans doute pas loin de la carrière là. C'est sûr. Enfin bon, quand même. Il faut les amener là. Il y a une place là devant, qui est là devant nous, là, qui est gigantesque devant cette plateforme. Ouais. Enfin, tout est démesuré ici. C'est ça. Démesuré. C'est comme un peu, je dirais, une scène de théâtre. Ouais. Et de l'autre côté, on est dans les coulisses. C'est très bien dit. Ouais, c'est une démonstration, quoi. Ouais. Maintenant qu'on a vu la plupart des sites sur l'île, il est temps de se rendre compte des distances qui ont été parcourues. Tout commence ici, dans la carrière de Rano Raraku. C'est de ce volcan que sont extraits pratiquement tous les moaïs de l'île. Certains n'ont parcouru qu'un peu plus d'1 kilomètre, jusqu'à Aʻu Tongariki par exemple, à peine 1,2 km, mais déjà plusieurs dizaines de tonnes déplacées. D'autres ont été transportés plus loin, environ 4,6 km jusqu'à Aʻu Tepitokura, presque 7 km jusqu'à Aʻu Naʻu à Anakena. Et puis les distances deviennent impressionnantes. Plus de 10 km pour atteindre Aʻu Akivi, plus de 13 km jusqu'à Aʻu Vinapu.
et presque 14 km pour rejoindre Ta'ai sur la côte ouest. Sur une île de seulement 163 km², cela représente des centaines, voire des milliers de kilomètres accumulés, parcourus en près de 650 ans. Sans roues, sans métal, juste avec l'ingéniosité humaine. Rapa Nui aura marqué mon esprit et ma vision du monde. C'est une île entièrement façonnée par l'histoire. Et quand on prend un peu de recul, on réalise que l'île entière est un musée à ciel ouvert. Chaque pierre peut être un moai, chaque moai a une histoire. Mais Rapa Nui ne vit pas seulement dans son passé. Aujourd'hui, c'est un peuple soudé, fier de son identité, attaché à sa culture et à sa langue. Et toi, tu as quelque chose de spécial à rajouter, qui te tient à cœur par rapport à l'île, que tu veux dire? Avec tout ce qui s'est passé sur l'île, elle a failli disparaître beaucoup de fois. Que notre culture reste toujours vivante et qu'on est là. Ouais, on est un caillou au milieu de rien, mais on a une culture super intense. Une communauté qui vit à son propre rythme, au milieu du Pacifique, et qui défend son autonomie autant que son patrimoine. Et malgré tout ce que nous avons découvert, l'île de Pâques garde encore des secrets. Peut-être que le véritable mystère n'est pas seulement de savoir comment ces géants ont été dressés, mais pourquoi, des siècles plus tard, ils continuent encore à nous regarder. Et pour terminer, il y a la nature. Une nature brute, sauvage, et surtout libre. Dans plusieurs plans, vous allez le voir comme ça, le Gaël. Hein. Il adore se faire les bras. Si tu prends le même avion que moi, Gaël, on a 14 heures pour que je t'explique comment ton iPhone marche. Ah bah donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut se cropper après. Hein. Crop, il n'y a pas de S. Tu croppes? Ah, tu croppes. Ah, j'aimais bien se cropper, moi. C'est artistique. Ah, mais j'avoue. Oh, tu créerais pas les contenus, toi? C'est ce qu'on peut, hein. Ah, c'est bien, moi j'apprécie. Merci. Moi j'ai pas ce talent-là, donc... Mais si. Bah, pas encore, en tout cas, je ne le sais pas. Il y a la formation qui arrive, Gaël. Les Ray-Ban sur la tête. Allez, Gaël en plein taf. Je suis dans la boîte. Ah ouais, pas facile, hein. Buvant la bière de ce soir. Ben, on peut pas se faire un Uber Eats Pisco Cathédrale. Pisco Cathédrale Uber Eats. Non, merci. T'en prie. J'étais prêt à partir sans, tellement ça me fait chier de le porter. Ah. Tiens, Yéno plou-plou. Mets-toi pas devant, ça va me ralentir. Bon. Tu vas faire le truc de calcul de photogrammétrie, t'auras une photo qui a... Non, je fais le tri avant. Ah. Et je les élimine, moi.